Le droit s'est employé sur l'ensemble du territoire européen dès le Moyen Âge à encourager, voire imposer la lutte contre les nuisibles. Sorte finalement d'obligation civique, mais il convient de tenir compte aussi de la masse considérable de règles, de pratiques extralégales, de coutumes, qui d'ailleurs ne sont pas aisées à étudier en l'absence d'une documentation exhaustive. Et de manière générale, il existe une véritable hiérarchie dans la considération que l'on a que l'on porte à l'égard des animaux. Ainsi, il peut être interdit de tuer, de maltraiter certaines espèces, soit en raison de l'utilité qui leur est attribuée, c'est tout particulièrement le cas des commensaux de l'homme, à la ville comme à la campagne, soit par crainte des accidents qui peuvent arriver à ceux qui violeraient les défenses qui les protègent. À l'inverse, le meurtre de certains animaux, comme les nuisibles, les puants, et plus particulièrement les rapaces, les becs crochus qui vivent de rapine, évidemment font l'objet d'une destruction systématique. Toutes sortes de pièges, traquenards, appâts empoisonnés, parfaitement licites au regard de l'ensemble des législations européennes, législations cynégétiques, sont couramment utilisés, sans parler de la destruction d'espèces comme les loups, qui est imposée par l'intermédiaire de la louveterie dont vient de parler Jean-Marc Morisseau. Alors, à partir de la Révolution, les choses, évidemment, sont prises en main, si j'ose dire, par les lois de police, très liées à l'encadrement des activités cynégétiques. On ne protège la faune sauvage, finalement, que de manière négative. Si elle comporte, ces législations, de timides dispositions relatives à sa protection, elles officialisent aussi la destruction d'un très grand nombre de nuisibles ou réputés comme tels, nuisibles à l'agriculture, bien sûr. Le propriétaire ou le fermier conserve un droit de légitime défense sur les récoltes. À la fin du XIXe siècle, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, la législation consacre nettement, dans l'intérêt de l'agriculture, la distinction entre animaux utiles et nuisibles qu'il convient de détruire, donc encore une fois, par tout moyen. L'espace rural est ainsi méthodiquement nettoyé sans aucun discernement. Il faut attendre finalement la seconde moitié du XXe siècle pour que les pouvoirs publics s'orientent vers une gestion globale de la faune sauvage. On est ainsi passé de l'idée de police à celle de planification et de gestion intégrée, sans pour autant que ne soit vraiment remis en cause, jusqu'au début de ce XXIe siècle, cette qualification de nuisible. Alors, pour aborder cette question, nous avons sollicité trois spécialistes. D'abord, Aline Treillard, que j'ai le plaisir de présenter, qui est chargée d'enseignement à l'université de Limoges, au sein de la faculté de droit, qui est très orientée vers des questions de protection de la nature et de droit de l'environnement en général. Elle prépare une thèse dont on va parler, je pense, j'en suis persuadé, compte tenu de ce que je sais de l'avancement de ses travaux, sur le sujet suivant, et là je parle sous votre contrôle, appréhender la nature ordinaire. Elle va donc maintenant nous parler du législateur français, de la posture du législateur français, en se posant la question de savoir si ce législateur a peur des nuisibles. Vous avez la parole. Je remercie M. Fromageau pour cette présentation. Donc, ma communication s'inscrit, comme il l'a dit, dans le thème numéro 2 de ce colloque, les nuisibles dans la loi. Et donc, j'ai choisi un thème, un sujet volontairement provocateur,
Donc, qui est, à travers cette question, le législateur français a-t-il peur des nuisibles ? À travers cette question, en fait, je souhaite mettre en avant le fondement affectif qui a justifié la mise en place de cette législation. Et donc, je vais essayer de vous le démontrer et de proposer des pistes d'amélioration. Et je vais donc évoquer à la fin de mon propos, bien sûr, la loi biodiversité. Il faut savoir qu'en droit, la notion de nuisible se regroupe de 3 manières. En fait, vous avez les nuisibles stricto sensu, ensuite vous avez les bêtes fauves et les organismes nuisibles. Donc moi, je vais m'intéresser aujourd'hui uniquement à la législation sur les espèces nuisibles stricto sensu. Avant de commencer, je voulais faire un point sur l'émergence de la notion des nuisibles. Et là, j'ai besoin de faire évoluer le PowerPoint. Je ne sais pas s'il y a une petite télécommande. Voilà, super. Parfait. Alors, je découvre... Voilà, c'est bon. Oui, je me suis interrogée sur l'émergence de la notion de nuisible. Donc, en fait, il faut savoir que l'être humain a toujours essayé de catégoriser plus ou moins les espèces avec lesquelles il entrait en interaction. Donc, dans un premier temps, il a distingué les espèces utiles et les espèces inutiles. Puis, il a distingué les espèces offensives et les espèces inoffensives. Et en fait, c'est du mariage de ces 2 catégorisations que la notion de nuisible a pu émerger. C'est donc les espèces qui sont inutiles et qui sont à la fois offensives, c'est-à-dire qui vont être le prédateur d'espèces utiles, vont finalement devenir nuisibles. Et donc cette notion de nuisible va vraiment venir encadrer l'ensemble de la gestion de la faune sauvage depuis de nombreuses années. Donc je fais un petit rappel historique par rapport au statut juridique. Le statut juridique de la faune sauvage, il est hérité du droit romain. L'ensemble de la faune sauvage a le statut de res communis. Ce qui signifie quand une espèce a le statut de res communis, elle ne peut pas être appropriée. En revanche, le gibier et les petits carnivores ont quant à eux le statut de res nullius. Et ce statut permet une appropriation de la faune sauvage. Donc, le droit romain, sans vouloir vraiment dire qu'il a contribué à l'émergence de la catégorie des nuisibles, en tout cas n'a pas constitué un obstacle pour construire cette législation sur les nuisibles. Et toujours dans cette approche historique, la destruction des nuisibles, elle est tolérée en fait depuis l'époque mérovingienne. On retrouve des actes juridiques, des ordonnances depuis l'époque mérovingienne qui mettent en avant le fait que les nuisibles sont détruits. Et la grande loi qui vient vraiment entériner cette destruction, c'est la loi du 3 mai 1844, qui va mettre en place la première taxinomie administrative, qui est aujourd'hui reprise dans la législation actuelle. Je vais le développer tout à l'heure. Donc on voit bien que cette notion de nuisible, elle a un fondement affectif, elle est liée au sentiment de peur. Et donc, ça m'a permis, en fait, ce premier état des lieux m'a permis de me poser plusieurs questions qui ont constitué les différentes problématiques de mon intervention. La première question, c'est existe-t-il un autre fondement que la peur pour justifier la persistance de cette catégorie juridique ? D'ores et déjà, à mon avis, la réponse est négative. Ensuite, si on continue la réflexion sur le plan plutôt philosophique et juridique, est-ce qu'une bipartition du monde vivant est pertinente sur le plan philosophique et juridique ? Et ensuite, actuellement, au regard des derniers rapports scientifiques sur l'état de la biodiversité, est-ce que la hiérarchisation juridique du vivant est encore tolérable ? Donc, dans une première partie, je vais répondre à la problématique et donc je vais vous dire effectivement je vais vous démontrer pourquoi j'estime que c'est la peur qui est à l'origine du fondement de la législation sur les nuisibles. Et ensuite, on va essayer de réfléchir à une éventuelle réconciliation afin que l'être humain puisse vivre en harmonie, je dirais, avec cette faune sauvage dont il a peur. Alors, bien sûr, donc je suis revenue, j'ai été voir dans le texte de l'ancien droit pour justifier que la peur était vraiment le fondement de la législation sur les nuisibles. Et effectivement, on retrouve dans les actes qui encadrent à l'époque l'activité cynégétique des adjectifs qui forment un socle terminologique évocateur du sentiment de peur. On retrouve des termes qui sont inscrits là sur ma présentation. On retrouve les termes de malfaisant, de vorace, il faut détruire les espèces féroces, les carnassiers. Donc on a vraiment tout un lexique autour de la peur qu'on retrouve bien dans ces actes. La loi de 1844 que je vous évoquais tout à l'heure, elle ne définit toujours pas le nuisible. Donc c'est la doctrine qui est venue définir ce que pouvait contenir le terme de nuisible. Alors on observe qu'il y a 2 critères en fait. Le premier critère de la définition du nuisible, c'est la prolifération.
Alors c'est assez intéressant parce qu'on voit aujourd'hui que dans la construction du droit de l'environnement, les critères quantitatifs sont toujours très importants. Aujourd'hui, on protège l'environnement quand l'état de la population est faible. Là, c'est le sens inverse, c'est-à-dire on a trop d'espèces, donc on va mettre en place une législation. Et ce qui est intéressant de voir aussi toujours autour de cette idée de peur, c'est que l'idée de prolifération véhicule des images de la nature qui sont très parlantes. C'est-à-dire autour de la prolifération, on a l'image du pullulement qui renvoie à l'abondance désordonnée des espèces, éventuellement également au désordre des sociétés humaines. La deuxième image, c'est l'image du parasite. Ensuite, on a l'image de l'invasif et de l'hybride. Et on voit bien à travers ces critères, aujourd'hui, il y a toute une réflexion sur les espèces invasives aussi. Et donc, ce critère de la prolifération, qui est lié à la peur, est également encore très prégnant aujourd'hui. Ensuite, comme le rappelait M. Fromageau, le second critère pour définir le nuisible, c'est la proximité. C'est-à-dire que quand vous avez une espèce qui va rentrer sur votre propriété privée, vous allez considérer qu'elle va porter atteinte à votre droit et du coup, vous allez pouvoir la détruire. C'est pour ça que la légitime défense vient constituer une justification pour détruire les espèces nuisibles. Donc, on a vraiment une logique qui reste axée sur un processus socio-juridique qui réactive les mythes fondateurs à travers la peur. Voilà, en tout cas, pour l'ancien droit et pour les constructions doctrinales. Maintenant, je voudrais vous présenter l'appareil juridique tel qu'il existe aujourd'hui. Alors, il faut savoir, j'ai identifié, en fait, le législateur a deux postures d'action. Il porte deux discours sur les nuisibles. J'aimerais vraiment que vous reteniez ces deux postures. La première posture, c'est une posture d'action. Et cette posture, elle se divise en deux sous-logiques. La première logique, donc, c'est une logique offensive directe, c'est-à-dire qu'on a encore aujourd'hui, malgré la loi biodiversité, on a encore aujourd'hui un droit de destruction des espèces nuisibles. Donc, comment ça s'organise ? Vous avez un système de liste qui est mis en place. C'est l'article R427-6 du Code de l'environnement. Vous avez 3 listes. Vous avez une liste annuelle qui est rédigée par le ministère, qui précise pour le territoire national les espèces qui sont nuisibles, précise également les périodes de destruction et les modalités de destruction à travers le piégeage. On pourrait revenir aussi sur le piégeage, qui ne sélectionne pas vraiment les espèces. Vous avez une seconde liste, qui est une liste qui est également élaborée par le ministère, mais qui, elle, s'attache à identifier les espèces nuisibles dans les départements, alors que la première, c'est par rapport au territoire national. Et ensuite, vous avez une troisième liste qui peut être élaborée cette fois par les préfets de département pour compléter la seconde liste. Donc c'est là où je vous disais qu'on retrouve la taxinomie administrative de 1844. Finalement, depuis 1844, on retient ce système de liste. Ce qu'il est intéressant de noter à travers ça, c'est que à peu près tout le monde a le droit de détruire les espèces nuisibles. L'administration, les personnes prises collectivement, c'est-à-dire les chasseurs et les personnes individuelles également, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, si une espèce qui est classée dans la liste nuisible vient sur votre propriété, vous avez tout à fait le droit de la détruire. Alors, c'est un petit peu en contradiction avec l'article R427-6 qui prévoit, je ne l'ai pas reproduit, mais qui prévoit des conditions pour pouvoir détruire ces espèces. Mais alors, ces conditions sont tellement larges qu'on peut vraiment s'interroger sur le fait de les classifier encore, d'utiliser le terme de conditions. On peut les piéger pendant la période de la chasse, mais on a le droit également de compléter cette période de chasse. Donc, on peut piéger en dehors de la période de chasse. Donc, le fait de dire qu'on encadre la destruction des nuisibles par des conditions, oui, mais en tout cas, elles ne sont pas strictes du tout. Les motifs. Après le système de liste, vous pouvez classer donc ces espèces nuisibles dans les listes ministérielles ou préfectorales selon des motifs qui sont précisés à l'article R427-6. Pareil, ces motifs sont assez aléatoires. Ils sont la garantie de la santé et de la sécurité publique, la protection de la faune et de la flore. Donc ça, c'est un intérêt qui me paraît... je m'interroge sur le fait de détruire une espèce pour l'intérêt de la faune et de la flore. J'en parlerai tout à l'heure, donc je vais pas insister là-dessus. Je vais y aller. Je crois que ça vaut mieux. Et donc, pour prévenir également les dommages importants aux activités agricoles et prévenir les dommages importants causés à d'autres formes de propriété. Donc, quand on lit la doctrine sur cet appareil juridique, il y a beaucoup d'auteurs qui disent que ça manque un petit peu de rigueur scientifique. Donc on va voir, c'est pour ça que la loi biodiversité est intervenue pour essayer de rectifier un petit peu l'ancienne législation.
Ça, c'est la première logique directe. La seconde logique, c'était une logique offensive indirecte, c'est-à-dire que pour pouvoir encadrer la législation sur les nuisibles, on a mis en place une protection de certaines espèces qui étaient prédateurs des nuisibles. C'est pour ça qu'on a protégé les oiseaux insectivores, parce que comme ça, ils allaient pouvoir manger les insectes. Et donc, on allait pouvoir lutter contre les nuisibles à travers la protection d'autres espèces prédateurs des nuisibles. Bon, mais là, il y a toujours des effets pervers à cette mise en place cette législation, puisque ça a conduit par exemple à la raréfaction de nombreux rapaces qui eux-mêmes étaient prédateurs des oiseaux insectivores. Ensuite, la deuxième logique qui a été mise en place par le législateur, c'est plutôt une posture d'omission. Donc là, je voudrais vous amener en fait à renverser la perception du nuisible. Et en fait, il faut se rendre compte, si on analyse l'appareil juridique, que la construction du système normatif actuel est nuisible à certaines espèces. Pourquoi ? Ça a été dit à plusieurs reprises ce matin, parce que le système normatif actuel est anthropocentrique. Et ensuite, il est anthropomorphique. Donc ça signifie que le législateur, l'être humain, à travers le législateur bien sûr, comme il y a une certaine peur du monde sauvage, on va protéger uniquement l'univers familier, celui qu'on connaît. C'est pour ça que la législation, par exemple, sur la flore, sur les invertébrés, tout à l'heure, on l'a bien mis en avant, n'est pas très développée. La législation sur les invertébrés, c'est, en tout cas en droit de l'environnement, on n'a pas grand-chose. Donc voilà, c'était aussi pour mettre en avant le fait qu'à la fois le législateur a une action vraiment offensive et d'un autre côté, son discours juridique, par la construction du système législatif, renvoie à l'idée qu'en fait, c'est le législateur qui peut prendre des choix qui sont nuisibles pour certaines espèces. Donc là, j'ai souhaité vraiment renverser la perception du nuisible. Bon, mais tout ça n'est pas figé dans le temps, fort heureusement. On va pouvoir essayer de reconstruire une réconciliation à travers le droit. Et donc pour ça, nous, les juristes en droit de l'environnement, on a l'habitude de retenir la date de 1992 comme une date très importante, puisqu'elle va permettre d'avoir... c'est la date de ratification de la Convention sur la diversité biologique. Et donc il y a des nouveaux concepts, scientifiques qui viennent s'immiscer en droit de l'environnement et qui vont permettre un petit peu de renouveler les représentations sociales qui sont vraiment très importantes en droit de l'environnement. Donc ces concepts sont par exemple, j'en cite quelques-uns là à l'oral, mais dans mon article c'est un petit peu plus développé. Vous avez le concept de service écologique, service écosystémique, même si on peut le critiquer. Le concept de la fonctionnalité. Vous avez le concept d'harmonie avec la nature, le concept de coviabilité, toutes les questions qui tournent autour de la valeur intrinsèque conférée à l'ensemble des êtres vivants. Donc on voit aujourd'hui que la doctrine produit vraiment beaucoup d'articles pour essayer de réaliser ce que j'appelle une mise en conformité écologique et sociale du droit. Et avec l'apport de la science, on peut vraiment essayer de remettre en cause ce fondement lié à la peur qui a permis la mise en place de la législation sur les nuisibles. Pour finir, je voudrais évoquer la loi biodiversité, puisque la loi biodiversité a modifié la législation sur les nuisibles. Alors, la question que je pose, est-ce que la loi biodiversité est un acte manqué ? Oui et non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans cette loi biodiversité, on ne comprend pas bien les intentions du législateur. Hein. On reste toujours sur cette notion de peur. La loi biodiversité a opéré des changements d'ordre terminologique, mais il y a des incohérences dans les changements d'ordre terminologique. Alors, il est vrai qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, dans la partie législative du Code de l'environnement, on ne retrouve plus le terme de nuisible. Le terme a été remplacé par 2 périphrases. Pour une partie des articles, on a remplacé le terme de nuisible par espèce d'animaux non domestiques. Donc on a vraiment évacué cette notion de peur qui était rattachée aux nuisibles en mettant espèce d'animaux non domestiques. Mais je pense qu'on peut encore aller un petit peu plus loin et critiquer cette terminologie parce qu'il y a encore une espèce de bipartition entre le domestique et le sauvage. Ensuite, le nuisible a été remplacé par une seconde périphrase. On a enlevé le terme de nuisible et on a dit, voilà, les espèces nuisibles sont en fait les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Alors très bien.
effectivement, les nuisibles peuvent occasionner des dégâts. Ce qui nous inquiète plus particulièrement, c'est la question du champ d'application, parce qu'il y a de nombreuses espèces qui peuvent occasionner des dégâts. Alors, est-ce que ce remplacement finalement terminologique ne va pas permettre d'élargir le champ d'application de la législation sur les nuisibles ? On ne peut pas y répondre encore aujourd'hui, mais je pense qu'il va falloir être vigilant. Et alors, quand je vous dis qu'il y a une incohérence au niveau terminologique, c'est que certes, on a enlevé le terme de nuisible dans la législation. En revanche, on a conservé le terme de destruction. Donc, c'est un peu dommage de ne pas être allé jusqu'au bout des choses et d'avoir enlevé le terme de destruction. Et pourquoi pas l'avoir remplacé, par exemple, par le terme de régulation, qui est quand même beaucoup moins fort au niveau psychologique. Ensuite, toujours la loi biodiversité a réécrit l'article L427-6 du Code de l'environnement qui présente les motifs de justification débattus. Et donc c'est intéressant de faire une comparaison avec l'article R427-6 de la partie réglementaire qui, elle, précise les motifs pour lesquels on peut classer une espèce sur la liste nuisible. Donc première interrogation, c'est plus les mêmes motifs. Ensuite, deuxième interrogation, la présentation des motifs a été modifiée. Et donc, en fait, avant, on ne se posait pas la question d'une éventuelle hiérarchisation des motifs. Aujourd'hui, le fait que le législateur ait remodifié l'ordre de présentation des motifs, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas une hiérarchisation. Ensuite, il faut s'interroger sur les motifs, mais comme tout à l'heure, par exemple, on va pouvoir organiser des battues administratifs pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement. Personnellement, je ne comprends absolument pas ce motif. Est-ce que ça signifie qu'il y a des espèces qui, peut-être, on va pouvoir m'éclairer là-dessus, est-ce qu'il y a des espèces qui sont intrinsèquement nuisibles ? Est-ce qu'au nom des services écosystémiques, et c'est là où je rejoins la question, parce que le terme de service écosystémique peut finalement être dangereux, est-ce que parce qu'une espèce va rendre un service écosystémique que l'être humain va juger plus important, on va pouvoir porter atteinte à certaines espèces. Voilà. Il y a certaines choses qui ne sont pas... Le débat n'est pas clair et le débat n'est pas clos non plus. Et pour finir, toujours sur l'incohérence du législateur dans cette loi biodiversité, c'est le titre de la loi, tout simplement parce que c'est une loi de reconquête de la biodiversité. Donc je pense qu'à travers ce terme, on envoie encore l'image de rivalité entre le monde sauvage et le monde humain, et que donc la peur va vraiment venir modifier les systèmes législatifs. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. On passe la parole.